Oui. Est-ce que vous avez déjà un peu estimé la capacité de présence dans les bureaux? Enfin, déjà, je sais bien que ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose parce qu'il y aura des espaces ouverts et que les gens qui peuvent venir, mais il y aura aussi des bureaux. Donc, au niveau des bureaux, est-ce que vous avez déjà estimé la capacité, enfin, le nombre de personnes? Le nombre de personnes maximales et l'utilisation, quoi. Si je ne me trompe pas, on est entre 150 et 200. Je te laisse répondre. On va passer aux questions-réponses. Hein. Alors, que ce soit des questions, on va voir si c'est des questions plus sur les aspects juridiques, ou sur les, de permis, ou sur les aspects de bâtiments, etc. Ici, on a un centre, on aura une capacité d'environ 140 personnes, 140, mais ils ne sont jamais complets en fait. Hein. Maintenant, avec la crise du Covid, etc., on ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Il y a sûrement plus de télétravail, etc. Mais enfin, jusqu'à présent, pour un immeuble de cette taille-là, on était aux alentours de 140, 150, grand maximum personnes, si tous les espaces de travail sont occupés. Mais on observe beaucoup de turnover. Hein. Il y a beaucoup de temps partiel, beaucoup de gens qui sont en mission, etc. Donc il faut compter qu'on est en moyenne d'occupation entre la moitié et 2 tiers. L'aménagement de l'avenue elle-même qui a des largeurs différentes en début et en bout, là où se situera le projet, c'est beaucoup plus large, c'est même pas la même surface. L'entrée, donc à partir de l'avenue des Mespeliers jusqu'à environ le numéro 18-20, c'est très étroit. On ne se gare finalement que du côté des habitations. L'autre côté étant destiné dans un futur, je ne sais pas si c'est un futur proche ou lointain, à l'installation de l'Athénée, ça risque de faire énormément de bouchons à l'entrée si les occupants, mais comme fatalement on préconise plus le vélo ou autre mobilité, est-ce que vous avez dû poser la question? Est-ce que ça a fait débat au niveau de la commune ou pas? On en a énormément parlé, hein, tout l'aspect parking, on en a énormément parlé, mais vu le nombre de personnes dans le centre et vu le nombre de parkings qu'on prévoit, donc 29, ça va en gros pas changer grand-chose à la circulation dans le quartier, en particulier notre parking. Elle s'ajoute déjà à tout le Clairvaux, parce qu'il faut se dire que tous les travailleurs du Clairvaux, hein, entre guillemets, plus tous les clients passent dans cette première partie fort étroite. On ne peut pas se garer des deux côtés. On pourrait, hein, rien ne nous l'interdit. Bon, moi je pose la question parce que j'habite vraiment au début de la rue et que, à la limite, ça va devenir infernal avec l'installation de l'Athénée qui va augmenter le nombre d'élèves, la partie artisanale qui reste quand même cette partie-là, tout le Clairvaux. Et maintenant, Et comme vous dites, hein, je pense que les éléments qui ont une vraie influence et un vrai impact sur la circulation, c'est le Clairvaux, c'est l'Athénée, et ça, ce sont des quantités de déplacements en voiture qui sont tellement déconnectées de ce qu'on fait. Non, mais toutes les fournitures, comme je dis toujours, tous les papiers de toilette de tous ces bureaux-là passent devant chez moi. Oui. Donc tout passe par là, même les livraisons de toutes sortes, quoi, y compris des livraisons de sandwichs à midi et tout. Et ça, je souligne le côté restaurant, snack et tout, ça c'est super, parce qu'on n'a pas ça dans le quartier. Un lieu de rencontre, ne fût-ce que pour aller boire un café, rencontrer une voisine, il n'y a pas. Il n'y a pas, donc ça c'est... Donc, du bout de la Nationale 4 à la place de l'université, il n'y a rien. Hein. Boire un café, il n'y a pas. Je pense que... Donc là, il faudra vraiment insister pour que ce soit un lieu d'accueil, y compris pour les habitants. Et c'est l'idée. Hein. Par exemple, si vous prenez Mundo Bay, la majorité, on a déjà un peu monitoré ça, la majorité des gens qui mangent à Mundo Bay, ce ne sont pas des gens du centre, ce sont des gens du quartier. Voilà. Et par rapport à ce que vous dites, je dirais le seul élément pour lequel on pourrait se faire un peu de soucis, je pense qu'effectivement ce ne sont pas les 29 pauvres places de parking qui seront là-bas, ce sera plutôt les livraisons. Parce qu'il y en a de plus en plus de livraisons, hein, ça c'est un fait.
Je pense que toutefois, il faut l'encourager, et nous par exemple, on l'encourage de notre manière, c'est des livraisons à vélo. Par exemple, tout ce qui est postal chez nous, on a un accord avec des livraisons, des livreurs à vélo, que ce soit à Mundo Bay, à Mundo Ren, etc. Donc le courrier vient et repart, et y compris toute une série de colis avec des livreurs à vélo. Et nous, on travaille avec ces gens-là, quoi. Ce qui permet effectivement de favoriser la mobilité douce. Maintenant, on n'est pas à l'abri que quelqu'un chez nous commande un colis chez DHL. Hein. Ça arrivera, mais on le décourage, quoi. Et alors, il y aura aussi, si les associations organisent des réunions, par exemple, en soirée ou une festivité quelconque, il faudra aussi spécifier aux différentes associations que les invités, en tout cas aux réunions, ne s'engouffrent pas dans le cul-de-sac. Hein, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas la place pour tous les... lors de réunions. Oui, j'entends bien, effectivement. C'est tous des trucs auxquels il faut penser à l'avance, quoi. Tout à fait. Alors, festivité, chez nous, il n'y a pas. Hein, ce sont des réunions d'information, ou des séminaires ou autres. Hein, mais ça pourrait arriver. À Namur, moi, j'ai par exemple été invité à une fête d'anniversaire dans les lieux, un dimanche. Alors c'est en Stummelings, parce que j'ai tout ma femme. Si on nous demande, on ne l'autorise pas. Il y a toujours des cocos qui passent entre les lignes, mais ce n'est pas l'idée. Mais oui, vous avez raison sur ce point-là, on doit être extrêmement vigilant, et on le sera. Et je pense que, bon, voilà, d'une part, il faut décourager à ce que les gens viennent en voiture, arriver à faire en sorte que le parking en sous-sol puisse être utilisé par les visiteurs aussi avec des QR codes ou autres. Et le fait aussi d'être à côté de la gare, je pense, va favoriser énormément cela. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on sera vigilant et que l'idée, c'est de travailler en bonne collaboration avec les voisins. C'est ça, c'est vrai à faire passer aux associations, c'est d'indiquer que la rue est en cul-de-sac, inutile d'y entrer, qu'il y a un parking malin à 5 minutes aussi. Tout à fait. Le boulevard de Lousel est en parking malin. Oui. Et alors encore deux choses par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que le seul immeuble sur lequel on a des discussions, on a eu quelques soucis, mais qu'on arrive en général à régler, c'est à Namur, parce que c'est une zone semi-urbaine un peu moins bien connectée. Un autre élément aussi, je ne sais pas si ça fera partie de la solution ou pas, mais on a eu des appels du pied de la commune pour participer à l'aménagement de la fin de la zone de cul-de-sac, c'est-à-dire la zone qui commence chez nous en gros, et d'en faire une zone un peu plus arborée, qui ne soit pas juste un moche cul-de-sac comme c'est pour le moment, si je peux me permettre, mais d'en faire quelque chose qui est un petit peu, d'allure, hein, qui soit agréable, avec des bancs ou autre. Et donc on a dit qu'on était d'accord de participer à cela, y compris financièrement, parce que ça nous paraît être une vraie plus-value aussi pour la fin de route. L'intérêt déjà de notre place le soir, c'est que pendant la journée, c'est très clairement les coworkers qui y sont, et le soir, s'il y a des réunions avec les résidents ou avec des associations, effectivement, le parking peut être entièrement occupé. Donc je crois que de ce côté-là, avoir une réunion le soir avec 29 voitures, ça sera pratiquement c'est excessivement rare. Première chose. Et deuxième chose, pour la restauration, là aussi, on a déjà pris des contacts avec des partenaires potentiels de Louvain-la-Neuve qui sont très engagés. Pensez à Adhérez-vous. C'est ce genre de personnes qu'on a envie d'avoir comme cuisine dans ce quartier-là. Est-ce que tout est déjà réservé par des ONG ou des associations, ou est-ce qu'il est encore temps de faire des demandes pour des associations? Alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais non, tout n'est pas encore réservé. On a déjà quelques associations, je dirais un peu moins d'une dizaine, très intéressées, dont 2 très grosses et puis d'autres moins grosses. Mais il y a encore de la place et donc on est disponible pour vous. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est ici une réunion vraiment axée riverain. Plus tard dans l'année, si en tout cas les conditions Covid nous le permettent, l'idée, maintenant que les choses sont bien engagées, c'est d'avoir une réunion un peu de ce type-ci, mais plus axée futurs utilisateurs, puisque l'idée aussi c'est de co-créer le lieu avec les futurs utilisateurs. Mais il y a encore certainement de la place. Ça va plus ou moins dans le même sens, mais c'est savoir, parce que je suis votre bassine presque en face. Donc, c'est vraiment tout près. Donc, j'ai 2 questions. La première, c'est il y a une procédure à suivre pour demander un espace, soit un individuel, soit pour un SDL, ou peut-être aussi pour un travail des quartiers. Parce que notre quartier, comme le voisin Sola,
c'est un quartier multiculturel, c'est un quartier où il est intergénérationnel aussi, j'ai envie de dire. Beaucoup de familles dans cette partie-là, pas mal d'enfants, pas mal des jeunes. Je dirais aussi pas mal de personnes âgées. Donc, est-ce que c'est possible d'ouvrir cet espace aussi à des activités qui soient liées, pas nécessairement à une ASBL ou quoi, mais sinon à une dynamique des quartiers qui peut se structurer? Alors, par rapport à la première question, la personne qui s'occupe de recevoir les demandes, elle est juste derrière vous, en fait. C'est Éline. Donc, toutes les demandes passent par elle. Voilà. Pour la deuxième question, notre idée, c'est d'être flexible et d'être à l'écoute des demandes. En fait, hein, justement, on a des demandes spécifiques pour chacun des centres, que ce soit un centre de documentation, que ce soit des salles de formation pour des groupements d'écoles. Donc voilà, on répond à la demande. Donc s'il y a une demande du quartier pour quelque chose de spécifique, on sera ravis de travailler à pouvoir y répondre d'une manière ou d'une autre. Et de toute manière, que ce soit le restaurant, autant que vous, on espère vraiment pouvoir réaliser, ou les salles de réunion, elles sont ouvertes à tout un chacun. L'idée aussi, c'est que l'idée d'avoir un atrium comme ça, c'est qu'on peut aussi venir y travailler en prenant un café sans forcément formaliser les choses. Hein. Il y a énormément de gens qui, dans tous les centres Mundo qu'on a, viennent faire des réunions informelles dans l'espace restaurant. Ils arrivent, il y a le wifi, ils prennent un café comme dans tous les cafés en ville. Hein. Voilà, ça c'est un peu l'idée aussi, c'est que ça ne soit pas une tour d'ivoire, mais au contraire que ça soit ouvert sur l'environnement. Juste un point d'information, vous gardez la grange, mais donc la partie qui est à côté va disparaître, c'est ça? Donc alors pour être tout à fait complet, ça faisait partie de la réflexion architecturale, c'est que la grange est vraiment intéressante au niveau esthétique et architectural. La maison quand même nettement moins, et surtout au niveau architectural, elle n'est pas du tout adaptée à du bureau, donc à part faire du façadisme, de tout casser sauf l'intérieur, sauf la façade, on ne pourra vraiment pas la garder. Et donc l'idée c'est de se concentrer sur la grange, de vraiment la mettre en valeur avec la charpente, les façades, etc. Et effectivement, la partie habitation, on ne va pas la conserver. De même que les petites dépendances à l'arrière. De même que les petites dépendances, ça ne marche pas non plus. Ça. Et elles ont aussi extrêmement peu d'intérêt. Ceci, en plus du fait que la maison et les dépendances sont dans un état de délabrement assez avancé. On pourrait peut-être demander à l'association des habitants s'ils ont déjà pris une décision de venir rejoindre Mundo. Tu veux peut-être rejoindre un peu plus. C'est en discussion, c'est très passionné. Et bon, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, là où on est, c'est vrai qu'on profite de conditions tout à fait très favorables. Mais on sait bien que là où on se trouve actuellement, c'est une des ailes de la femme du bureau. Ça ne va pas durer éternellement parce qu'un jour ou l'autre, elle va bien être mise en rénovation. N'est-ce pas, c'est mieux? Sans doute, mais j'ai pas d'infos. Mais c'est le moment, c'est peut-être le moment de négocier aussi avec l'UCN. Parce que le fait d'avoir l'association des habitants là, je crois que c'est aussi un lieu de rassemblement, un lieu très fédératif. Et je veux dire, c'était la volonté, mais c'est vrai que là, ils ne payent pratiquement pas de loyer. Ici, dans Mundo, ils ont payé un petit loyer. Je suis sûr qu'avec l'aide de l'UCN, on pourra s'arranger. On va le mesurer à l'applaudimètre. On retrouve le facilitateur. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des loyers, ça écoutera. Alors, donc, en fait, on travaille sur un service tout inclus, c'est-à-dire le loyer, le chauffage, l'électricité, les services de réception, l'accès aux salles de réunion, le nettoyage, y compris de votre bureau, la maintenance de l'immeuble. Donc, il faut vraiment le voir comme un service tout inclus. Alors, pour que les gens puissent se projeter plus facilement, on va parler en un prix global par travailleur temps plein, par poste de travail, quoi. Et sur le projet Louvain-la-Neuve, sur notre projection, on sera entre 280 et 300 € par travailleur temps plein, tous les services inclus. Pour du bureau privatif, hein, donc avec ses murs, sa porte, etc. Ça dépend aussi un petit peu, parce que ici je vous parle par poste de travail. Certains se regroupent à plus nombreux sur une même surface. À ce moment-là, ils payeront moins par personne, évidemment. D'autres personnes ont plus de moyens et vont prendre plus d'espace par personne, ils vont payer un peu plus. Mais bon, bon an, mal an, vous allez être entre 280 et 300 € par travailleur par mois.
tout inclus, y compris les taxes, la TVA, le précompte immobilier. Donc après, quand on a payé tout ça, il n'y a plus rien à payer, sauf les communications téléphoniques, forcément, et les copies qui sont payées à la copie. Alors là, c'est plein de bénévoles. Non, mais ce qu'il y a, c'est que dans ce genre de calcul, quand on donne un chiffre comme ceci, il faut penser plus loin, sachant que, bon, si on fait des économies par rapport à toute une série d'autres choses, par exemple, nous, à la Hache, on paye une société qui vient faire l'entretien de nos infrastructures, de nos bureaux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne devra plus payer. Donc, voilà, il faut réfléchir à ce genre de... Le chauffage dans la vieille ferme du bureau, Pardon ? le chauffage aussi. Que oui, voilà. Il y a tous ces frais que l'on paye actuellement qu'on ne payera plus. Donc voilà, à ce moment-là, une fois qu'on a déduit tout ça, on se retrouve peut-être à, je ne sais pas, 150 au lieu de 250. C'est difficile à dire, mais c'est clair que les gens qui viennent chez nous, il y en a qui font des économies parce qu'ils payaient beaucoup plus cher avant. Il y en avait qui avaient des conditions exceptionnelles, ça nous est arrivé, d'avoir des organisations qui viennent chez nous qui ne payaient pas de loyer parce que la commune ou autre, ou telle institution publique leur donnait des bureaux quasiment gratuitement, ils n'avaient plus qu'à payer le nettoyage, le wifi et le chauffage, l'électricité. Et c'est clair qu'eux, ils ont payé un peu plus en venant chez nous, mais ils ont fait le choix du coup pour avoir des locaux plus professionnels, avoir les salles de réunion à disposition, les services de réception, le secrétariat, etc. Mais c'est clair que certaines personnes, certaines organisations en venant chez nous ont finalement payé un peu plus cher. Après, nous ne sommes pas subventionnés, donc on travaille en toute transparence, mais comme je vous ai parlé en début de projet, sont quand même, en début de présentation, pardon, ce sont des montants conséquents. On travaille avec des actionnaires et des banques qui se contentent d'un petit retour sur investissement. Nos actionnaires, ils ont un retour sur investissement de l'ordre de 2%. Et donc, pour rendre ça pérenne et pouvoir aussi financer le développement des futurs projets, voilà, on est à ce genre de chiffres que je vous ai mentionnés. Et ça, c'est donc effectivement indépendant. On reste indépendant et c'est aussi une fierté des subventions publiques. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir assez d'habitants ou d'utilisateurs dès le début pour pouvoir couvrir vos frais, ou est-ce qu'il y a un certain risque que ça sera sous-utilisé? Alors nous, ça c'est toujours le plus grand risque qu'on prend. C'est toujours difficile à jauger, c'est une question cruciale pour nous. Pour vous donner deux exemples, on a ouvert notre plus grand centre à Bruxelles, à Madou, que je vous ai montré là, et on a signé des contrats et l'immeuble a été quasiment entièrement signé grâce à Eileen avant même qu'on ait fini la rénovation. À Anvers, c'est un petit centre avec 2000 mètres carrés. Un an et demi après, on a encore 15% qui ne sont pas loués. C'est un risque que nous, on prend, et qu'on ne fait pas supporter aux locataires, en l'occurrence. Mais on reste convaincu qu'il y a assez à louer là, et on le voit, donc voilà. Si on n'était pas convaincu, on ne le ferait pas, mais il y a un risque, il est existant. Est-ce que vous avez prévu de faire un crowdfunding, justement, comme tu as expliqué là tout à l'heure, permettant aux habitants et donc indirectement de soutenir cette initiative et d'être partie prenante, de pouvoir d'une manière ou d'une autre aussi participer au processus de décision? Écoute, l'option est ouverte et j'en ai parlé à notre conseil d'administration pas plus tard que, c'était quand, hier ou avant-hier. Ils sont toujours un peu de mal, hein, mais là ils sont très ouverts. Je pense que vu les circonstances, oui, je pense que ça serait une très bonne chose. Oui. Et donc avec la participation de certains, parce que je vois qu'il y a des grands yeux qui s'ouvrent là, pour clarifier un petit peu, sur Mundo B, le premier centre, le centre appartient à moitié aux locataires et équivalents de crowdfunders qui ont créé une coopérative, et nous on détient l'autre moitié. On la gère ensemble, on détient chacun la moitié des parts. Et une des idées pour Louvain-la-Neuve, puisqu'il y avait un intérêt pour cela de certaines futures organisations, ce serait de permettre, pas d'obliger, mais de permettre aux organisations futurs locataires, qui seront aussi quasi-propriétaires, et aussi aux sympathisants de pouvoir co-investir, co-financer le lieu. Quoi. Ça fait partie des options ouvertes. Et nous, évidemment, on est toujours demandeurs, puisque d'une part, du coup, on doit trouver moins d'investisseurs extérieurs, on a une plus grande force, un effet de levier beaucoup plus important, et quelque part, on voit aussi que dans ces cas-là, les utilisateurs du lieu sont d'autant plus investis dans le lieu et d'autant plus pérennes. Pour vous donner une idée, à Mundo B, qui est donc notre premier centre, 10 ans après l'ouverture, on a pas loin de 2 tiers des locataires qui étaient déjà là au début, en fait.
À propos du potager, il sera ouvert aux voisins. Alors, c'est un projet. Il faut qu'il y ait évidemment de la demande, mais ça fait partie d'un des projets dont on nous avait parlé, et nous, on a bien entendu ouvert. Et ça serait une première parce qu'on n'a encore jamais fait. On a déjà eu des poules, mais on n'a encore jamais eu de potager. On a des ruches aussi, à certains endroits. Mais un potager, ça serait très chouette, je pense. Et aussi, en termes d'ambiance de quartier, ça pourrait être assez intéressant. Je reviens sur la question des parkings. Donc, là, tout à l'heure, un d'entre vous a dit qu'il y avait eu à un endroit un peu une difficulté au niveau parking avec le voisinage, si je puis dire comme ça. Est-ce que vous avez une forme d'organisation formelle, de consultation périodique des gens des endroits qui vivent tout près, ou bien comment fonctionnez-vous? Est-ce que dans cet exemple-là, il a fallu que les gens finalement se mettent ensemble, se mettent à grogner pour que vous bougiez? Comment ça se passe? Alors je vous rassure, ça n'a même pas été jusque-là, mais on sait qu'à certains moments, maintenant de toute façon le problème a été même réglé par la commune parce qu'il y a des cartes. Ils peuvent pas se garer, on ne peut pas se garer plus que 2 heures dans tout l'environnement, mais on fait toujours partie de l'association des riverains donc, du quartier de Beaumet, le quartier dans lequel on se trouve. Et donc via cette association, il y avait un petit dialogue qui s'était instauré. Voilà. Et puis nous aussi, par rapport à nos locataires, quand on sait qu'il y a un problème, on leur en parle, on communique, on essaie de favoriser beaucoup plus le covoiturage, de mettre des vélos à disposition. On avait travaillé avec Cambio aussi pour qu'ils aient une station sur place. Donc on a des moyens, quand il y a une difficulté, d'essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Dans les premiers plans du bâtiment vitre-bois, il me semble que c'était des blocs comme ça, qui n'étaient pas tous au même niveau. Là, je vois que cette idée-là a été abandonnée. Et donc, vous mettez de la végétation au-dessus. Est-ce que ça sera accessible, la plateforme du dessus? Alors non, je vous rassure, ça ne sera pas accessible. Et alors, la raison, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais la raison pour laquelle... En fait, le projet ici, c'est un Ré+2, donc c'est pas très très haut, comme l'a mentionné Julien. Auparavant, mais c'est monobloc. Enfin, monobloc, tout est relatif. Ce sont 2 volumes encastrés, vous pouvez le voir ici. Vous l'avez vu sur les photos. Mais auparavant, on a effectivement un bâtiment beaucoup plus, moins compact et avec des modules qui étaient de plus en plus hauts, et ça devenait un Ré+3. Et ça, c'était une demande de la région, parce qu'on a eu une réunion de projet avec tous les différents intervenants publics, et la région n'a pas trop aimé le Ré+3. Nous, on était un peu déçus, parce qu'on aimait bien, on trouvait ça plus fluide. Mais voilà, le nombre de mètres carrés, il est le même, mais il est du coup sur un Ré+2 plus un Ré+3, et ça fait suite à la réunion de projet avec la région. Et donc, du coup, c'est interdit d'aller au-dessus, quoi. Oui, il n'y aura pas d'accès. Il y a l'espace vert pour les utilisateurs, c'est le jardin et la terrasse. Par contre, dans le projet précédent, c'est vrai qu'il y avait quelques terrasses accessibles. Ça, bon, voilà, enfin un peu les pour et les contre, en fait. Je vais peut-être voir s'il n'y a plus de questions. On va essayer de ne pas trop tirer en longueur. Il y a déjà 1h30 qu'on est tous là. Est-ce que je prends encore 1 ou 2 questions ou est-ce qu'on a fait un peu le tour des éléments? Donc la suite maintenant, concrètement, dans le timing. Alors concrètement, on va suivre de près ce permis, de changement de permis de lotir, donc permis d'urbanisation comme on l'appelle maintenant, pour être sûr qu'il suive bien son cours et qu'il ne soit pas, qu'il aille assez rapidement. Vous allez contacter en tout cas les riverains directs en termes d'enquête publique. Il y aura aussi un affichage. Vous aurez la possibilité aussi officiellement de remettre un avis en fonction de ce que vous penserez. Si vous voulez expliquer ou mentionner telle ou telle chose, attirer l'attention des autorités publiques sur tel ou tel élément. Après, on va, comme l'a mentionné Julien, on espère l'obtenir vers le mois de février, c'est ça? Oui. Dans la foulée, on introduit le permis d'urbanisme, donc vraiment le permis de construction. Ici, ce qu'on vous a montré, ce ne sont que des intentions, en fait. C'est effectivement ce qu'on compte faire, mais en gros, ici, l'idée, c'est surtout une question de volume, de surface constructive, etc. Et donc, le permis d'urbanisme, on espère pouvoir le déposer, du coup, vers février-mars, pour l'obtenir, vers l'été, on va dire, c'est comme ça. Et avec alors
après le début de la construction. Le fait aussi, on n'a pas mentionné, le fait que c'est une construction modulaire en bois, je dirais à part la construction du parking qui va être un peu plus impactante, est aussi un chantier beaucoup plus light qu'un chantier avec du béton, des briques, etc. Donc on va être sur une construction relativement légère et aussi relativement rapide puisqu'une série d'éléments sont préconstruits en atelier avant de venir sur le site. Et la séance sera disponible sur notre site web pour la visionner, pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui.